le 7 décembre 2017, Anne-Flore Marxer, championne du monde de snowboard, dénonçait à la façon des Femmes, comme vous le voyez sur cette représentation, le sexisme du monde sportif. On va aussi parler culture, mais donc à travers le patrimoine sportif comme élément aussi culturel. Et vous allez voir que peut-être qu'entre la musique et les pratiques sportives, il y a peut-être un défi en matière de sexisme à relever. En cause, dans cette représentation et cette illustration-là, l'érotisation récurrente des sportives aux dépens de la visibilité de leur performance. Les seins nus, la bouche bâillonnée, elle interpelle donc son public, encore une fois à la méthode des Femmes. Que voyez-vous quand vous êtes en face d'une femme? Voyez-vous ce qu'elle a accompli, ce qu'elle représente, ce pourquoi elle se bat? Ou sommes-nous toutes réduites à une paire de seins? Alors une fois qu'elle a enlevé son bâillon, l'athlète de haut niveau, je le répète, championne du monde de snowboard, descendant la même piste que son équivalent homme, révèle en fait les inégalités à l'œuvre entre les hommes et les femmes dans les conditions de production des performances sportives. Inégalité de reconnaissance tout d'abord. Elle met en avant que les représentations des femmes sont toujours moindres en quantité, mais aussi moindres en qualité. Donc cette infériorisation systématiquement des sportives. Inégalité de traitement ensuite, alors que pour ce championnat donc, du monde, elle touchait 1 200 $ de prime en tant que championne du monde. Son équivalent homme touchait 8 000 $ pour la même piste, la même descente. Qu'elle avait eu l'honneur par contre de faire en deuxième, alors que son équivalent masculin l'avait faite en premier, alors qu'elle rêvait de faire une ligne pure, comme elle dit dans cet article, sur cette voie qui était juste extraordinaire, elle a eu le droit aux cailloux et aux pistes qui étaient déjà tracées. La même descente. Donc inégalité de traitement. Et en fait, inégalité de reconnaissance et inégalité de traitement limitent considérablement donc l'accès des femmes aux pratiques sportives et plus particulièrement aux performances. Outre les inégalités entre les sexes, liées à ce que je viens de dire autour de cet exemple, le monde sportif est aussi traversé par des violences sexistes et homophobes, comme le rappelle la tribune du 19 décembre 2017, publiée dans Le Monde, que signait Véronique Lebar, médecin, Philippe Lyotard, chargé de mission égalité ici, que vous avez dû bien sûr entendre ce matin, et Catherine Louveau, sociologue. Et sur ce sujet, les auteurs évoquent non seulement un rappel des faits, sur lesquels je ne vais pas revenir là sur ces 15 minutes, mais aussi le fait qu'il y ait une véritable omerta, une loi du silence absolu dans le système sportif français autour de ces violences sexistes et sexuelles. Alors ces témoignages, ces constats-là ne sont pas nouveaux. Ça a été évoqué, il y a effectivement des spécialistes, des experts et des experts qui depuis 30 ans, et en l'occurrence à Lyon 1, là on va être un petit peu chauvine, hein, en l'occurrence à Lyon 1, des universitaires depuis plus de 30 ans s'attachent à révéler et à analyser les processus à l'œuvre et les permanences, mais aussi quelques changements dans l'expression des inégalités donc, et des violences dans le système sportif. Alors ces témoignages-là, j'ai mis, vous voyez, sur le côté gauche et le côté droit, les livres qui ont été publiés et produits depuis 30 ans par des universitaires. Donc ici, à Lyon 1, j'aurais pu multiplier avec d'autres ouvrages de collègues, mais ça me semblait intéressant de montrer que voilà, il y a eu un vrai pôle très dynamique autour de ces questions-là, à Lyon 1, et plus particulièrement donc, au sein du laboratoire qui s'appelait avant le CRIS, maintenant Elvis, et de l'UFR STAPS de Lyon. En fait, ces témoignages et ces travaux produits rappellent en fait qu'être sportive, c'est en soi être sportive. C'est en soi un sport de combat. Au sein d'un système qui a participé pendant longtemps et encore aujourd'hui participe à déconsidérer et à invisibiliser les femmes et plus largement les minorités politiques. Effectivement, l'histoire des sportives rend compte de luttes permanentes hors des terrains sportifs, au sein des organisations, contre toute une série de politiques d'exclusion, de discrimination, de stigmatisation, et contre des violences qui sont parfois symboliques, mais aussi, comme on l'a illustré tout à l'heure, physiques. Alors sans doute est-il nécessaire là, de rappeler, et je vais faire court, j'ai peu de temps, mais quelques éléments un peu significatifs. Les sportives ont dû faire face, au cours du XXe siècle, à des limitations de leurs droits. Leur droit tout d'abord à accéder à certaines institutions sportives. Pour mémoire, les deux grandes unions, on dirait aujourd'hui fédérations, mais avant 1920, les fédérations omnisports n'existent pas. On a deux grosses unions nationales, l'USFSA et l'USGF. L'USFSA va
réorganiser, on va dire, les Jeux Olympiques avec le CIO, eh bien, les femmes sont interdites de ces deux grosses unions. Pourtant, les femmes sont sportives dès le 19e siècle. Dans le même temps que les hommes s'investissent dans les sports modernes, les femmes y sont, mais elles sont juste obligées de pratiquer en dehors des grandes institutions. Ça continue à partir de 1920 avec la création des fédérations sportives. Les femmes sont interdites d'être licenciées à la Fédération française d'athlétisme ou de basket jusqu'en 1936, à la Fédération de cyclisme jusqu'en 1950, à la Fédération de football jusqu'en 1970, à la Fédération de rugby jusqu'en 1989, à la Fédération française de boxe jusqu'en 1997. L'arène olympique leur est aussi durablement restreinte, étant donné qu'il faut attendre 2007 pour qu'une charte olympique rende obligatoire la présence des femmes dans toutes les épreuves proposées aux Jeux olympiques. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais il faut attendre par exemple 1992 pour qu'on voit des judokates, etc., etc. Je vais passer là-dessus. En France, donc, il faut attendre, je le redis, la fin du XXe siècle, pour que ces exclusions et ces discriminations sur le plan du droit, d'accéder à, eh bien, deviennent théoriquement illégales. Il faut attendre 1983, au moment où la France ratifie une convention de l'ONU contre les discriminations à l'égard des femmes, pour que l'année d'après, 1983, la ministre et la première femme ministre des Sports, qui est Edwige Avis, signe un décret, effectivement, interdisant toute discrimination de sexe dans le milieu sportif. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle théorique, parce que théoriquement, c'est illégal. Pour autant, dans les pratiques, les inégalités vont durer encore longtemps et jusqu'à aujourd'hui. En fait, ces mutations juridiques ne constituent que l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt qui cache mal la forêt des inégalités, parce que la loi Avis, elle ne contraindra pas les fédérations. En fait, il n'y a pas d'obligation de résultat et il n'y a pas de sanction. Donc, il y a une convention, il y a un décret, mais derrière, il n'y a pas de sanction. Autant dire que ça ne va pas être encore super. Au demeurant, donc, d'autres formes d'inégalités vont perdurer. Alors, je vais juste en lister quelques-unes. Des inégalités qui limitent toujours les droits des sportifs, qui sont beaucoup moins visibles, qui relèvent de l'inégalité d'accès, par exemple, aux infrastructures, aux équipements. Il y a beaucoup de travaux de géographes qui montrent que les équipements de ville, par exemple, sont occupés à plus de 90% par des hommes, alors que nos impôts à tous sont censés avoir le principe d'égalité dans la distribution effectivement des biens publics, et ce n'est pas le cas. Inégalité dans l'accès aux entraînements, la possibilité d'avoir un entraîneur compétent, ou même la possibilité d'avoir un créneau horaire décent pour pouvoir effectivement pratiquer son entraînement. Là aussi, je passe sur les travaux, mais il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Inégalité dans les moyens financiers qui sont apportés aux sportifs, qui sont généralement encore de deux poids, deux mesures entre les femmes et les hommes. Inégalité d'accès aux médias. 7% de représentation dans un journal comme l'Équipe il y a 4 ans. On est à, je crois, 13 ou 14% là sur les derniers résultats, en sachant qu'il y a un énorme effort de médiatisation qui est fait. Énorme. 7 à 14%. Inégalité d'accès aux gouvernances. Je ne peux dire qu'un chiffre. 11 femmes présidentes de fédérations sur 115 fédérations. J'ai dit entre sport et musique, quand même. Alors je passe, les directeurs techniques nationaux, entraîneurs techniques nationaux, on est à moins de 10% de femmes, 10-15% de femmes généralement. En fait, d'hier à aujourd'hui, les sportifs évoluent dans un environnement inamical. Je reprends ici une formule de Thierry Terret en 2013, et dont les conséquences de cette inamitié se mesurent non seulement dans la répartition des licenciés encore aujourd'hui, mais aussi dans les performances produites par les sportifs. Alors, depuis 2010-2012, 2012 pour être un peu plus précise, on assiste à un renforcement des politiques publiques pour promouvoir l'égalité. Parce que ces constats, on les a toutes faites là. Et effectivement, l'enjeu de ma communication, c'est de dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'enjeu, c'est de former. L'enjeu, c'est effectivement de former les professionnels de demain pour qu'ils aient effectivement une approche plus égalitaire. Alors, d'abord, former, ça veut dire mettre en place donc, des diplômes. Ce que je vais vous présenter, ça veut dire qu'il faut une conjoncture politique et sociale favorable. Et cette conjoncture politique et sociale, elle a été effectivement un petit peu plus favorable depuis 2012, où du côté du ministère Jeunesse et Sport, donc MVJS, on a une incitation auprès des fédérations sportives pour... l'État est en train de les mettre en convention d'objectifs, donc avec des moyens financiers à la clé, pour qu'ils engagent des plans de féminisation. Alors pourquoi des plans de féminisation ? Parce que globalement, les fédérations sportives sont sous-représentées en femmes.
Donc c'était des plans de féminisation. Là, maintenant, ils sont en train de commencer à se dire que ça serait bien d'avoir un vocabulaire peut-être un peu plus inclusif et donc de travailler à des plans de mixité, parce qu'il y a aussi des fédérations qui sont investies par 80% de femmes. Je pense à la gym volontaire ou à l'équitation, et donc nécessité de travailler là-dessus. Mais aussi une politique un peu plus incitative pour mettre en œuvre la parité dans les instances dirigeantes. C'est la loi normalement du 4 août 2014, et les fédérations sportives ne sont pas encore tout à fait bien alignées avec ce principe-là. Du côté de l'éducation nationale, on a aussi un texte important qui est la Convention pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons dans le système éducatif, qui incite, et donc c'est un texte qui nous concerne enseignement supérieur, toute discipline, toute filière. Ce texte, la Convention interministérielle donc, de l'éducation nationale, incite depuis 2013 à mettre en place des modules, des formations à l'égalité dans l'enseignement supérieur. Pas que chez les enseignants. Vous avez peut-être entendu parler de ces modules obligatoires dans la formation des enseignants depuis 2013. Enfin, obligatoires. Il y a 50% des ESPE qui les mettent en place à l'heure d'aujourd'hui, d'après un rapport du Haut Conseil de l'égalité, mais une incitation donc à travailler là-dessus. Alors, je me suis saisie en fait de ces textes pour mettre en place effectivement une nouvelle formation à l'Université Lyon 1, co-accréditée avec l'Université Lyon 2, on en dira un mot tout à l'heure. Le master donc en études de genre, parcours EGALAPS, pour l'acronyme étant égalité dans et par les activités physiques et sportives. La création de ce master donc, visait à répondre à ces doubles recommandations là, que j'avais présentées tout à l'heure, avec l'idée qu'il fallait, pour dépasser l'état de fait des inégalités et des violences, eh bien, s'engager réellement pour former, développer auprès des agents des organisations sportives des compétences et des capacités à faire valoir les droits des femmes et plus largement les droits des minorités politiques. Faut-il le rappeler, l'égalité ne va pas de soi. Je pense que ça a été bien dit, hein. Sinon ça ferait longtemps qu'on n'en serait plus là. L'égalité ne va pas de soi. Les conceptions, ne serait-ce qu'autour de ce mot égalité. Je suis sûre qu'ici on vous demanderait à chacun d'entre vous qu'est-ce que c'est l'égalité pour toi. C'est pas évident qu'on arrive à la même stratégie, à la même définition du terme. Donc les conceptions, les stratégies sont plurielles, parfois même contradictoires. De nombreux travaux le montrent. L'égalité ne s'improvise pas, elle s'apprend. Afin donc que les agents, je cite Béatrice Barbus, ne soient pas conduits ni à nier les discriminations, ni à les ignorer, ni à les sous-estimer, voire à les reproduire eux-mêmes involontairement. Alors, on a donc ouvert à l'UFRAPS de Lyon depuis 2 ans, depuis septembre 2016, un parcours unique en France et au-delà. Bon, il n'y a pas d'équivalent en Europe, il n'y a pas, à ma connaissance, d'équivalent dans le monde, mais c'est peut-être pas très modeste de dire ça. Un parcours qui est totalement inédit, qui est ouvert en formation initiale et en formation continue, et dont le but donc est d'outiller les futurs professionnels des métiers du sport, éducateurs, cadres, entraîneurs, enseignants, managers, etc., d'outiller ces futurs professionnels à l'analyse des discriminations de sexe et de sexualité. Alors ça passe par quoi? Un petit mot sur les contenus. Vous avez là les missions, en fait, hein, les débouchés qui sont mis en avant. Ça passe par des contenus précis, sérieux, qu'on développe en partenariat donc, avec l'Université Lyon 2 et un master historique qui existait déjà depuis 4 ans à Lyon 2, qui était le master égal et égalité. Ça passe par une maîtrise des concepts, les notions de sexe, de genre, d'égalité, de parité, de mixité, d'équité, de discrimination, de violence, sont des concepts complexes qui renvoient à des travaux théoriques importants qu'il faut maîtriser. Des cadres théoriques et des connaissances scientifiques sur les mécanismes à l'œuvre dans les dominations, d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique. Ça passe par des approches théoriques précises et variées en lien avec les militances féministes. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie universaliste? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie différentialiste? Qu'est-ce que c'est, pour parler des militances les plus actuelles, une stratégie queer? Ça passe par des cadres d'analyse institutionnelle, l'analyse de cadres institutionnels et juridiques. Ça passe par des techniques de mainstreaming. Ça passe par des études de cas des politiques sportives. Ça passe par la construction, via un stage, d'une expérience en matière d'égalité. Je conclurai juste pour finir autour de ce parcours en vous disant que ça n'a pas pour autant été facile de monter un parcours comme celui-là. Ça a demandé 2 ans de travail et surtout beaucoup de négociations. La création de ce type de formation, bien qu'indispensable, n'est donc pas exempte de difficultés. J'en nommerai quelques-unes. La difficulté de fédérer un réseau d'acteurs individuels et collectifs crédibles et légitimes
autour du champ des études de genre. La nécessité de convaincre des décideurs alors que les métiers n'existent pas encore. On est sur des métiers émergents. Donc ça veut dire mettre en place une formation pour faire évoluer la société. Vous voyez le pouvoir d'anticipation que ça implique. Et ça, convaincre les décideurs alors que les métiers n'existent pas, ça n'a pas été facile. Ça implique aussi de faire face à des difficultés de travailler avec des professionnels, c'est-à-dire ceux qui donneront des métiers et de l'emploi à ces futurs étudiants dans un contexte de réduction de leurs moyens financiers. Ça implique aussi de passer au-dessus les faiblesses logistiques, humaines, financières, au sein même de notre institution universitaire. Rares sont les alliés autour de ces questions-là, surtout quand effectivement il s'agit d'être bénévole autour de ce montage, voire même quand ce type de montage fait obstacle à votre propre carrière d'enseignante-chercheuse. Je suis moi-même enseignante-chercheuse pendant 2 ans. Je peux vous dire que je n'ai pas pu faire beaucoup de recherche. Forcément, on ne peut pas s'engager dans un projet social comme celui-là et par ailleurs remplir ses missions. Et enfin, ça implique aussi des difficultés dans les outils marketing, de communication qui sont à notre disposition. Et à ce titre, je remercie la mission Égalité et l'université de me donner cette tribune pour parler de ce master. Merci beaucoup. Donc il est 14h30, on a un peu débordé, donc je sais que Ginger doit prendre un train, donc vous avez le temps pour une question courte pour Ginger et après on la libère. Et si vous voulez, sinon je vous invite à ce que le reste des questions se développe peut-être autour de l'exposition qui est là-bas derrière pour ne pas vous retenir ici et ne pas monopoliser la salle et la parole. Ça vous va ? Vous avez des questions là tout de suite ou la séance est levée ? Bon, merci à tous.